Polysécure, épisode où on discute d'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Commencez par les shameless plugs. Comme c'est l'habitude, COVID, lavez-vous les mains. Respectez le masque, respectez les distanciations, respectez ainsi de suite. Ceux qui l'ont pas fait, si vous n'avez pas trop de scrupules, allez faire vacciner, c'est essentiel. Vincent l'a fait, j'ai fait. On n'a pas, à part avoir filé un petit peu mal le lendemain, sur le lendemain, ça fait pas plus mal que ça. Puis ça, justement, ça nous aide à revenir à une situation normale dans laquelle on va pouvoir vivre. S'il vous plaît, allez pas vous licher la face dans les terrasses, mais quand même, on peut commencer à voir nos amis un peu plus, ce qui est un peu assez positif globalement. Autre chose, événement, le Printemps numérique de Montréal MTL Connect le 12 au 17 octobre prochain, dans lequel je fais une présentation dans l'intérieur de cette semaine-là, j'ai pas la date précise encore, sur le Bring Your Own Home, c'est-à-dire comment les réseaux domestiques sont maintenant des extensions du réseau corporatif. Donc, il y a un axe très intéressant à savoir comment maintenant le télétravail a changé la sécurité des entreprises et les impacts parfois qu'on ne voit pas là-dedans. Donc, les informations sont diffusées publiquement prochainement. Avril 2022, la semaine numérique avec Québec numérique et en même temps, dans la même période, le Sécure qui va revenir également. Commençons première nouvelle. Très intéressante, puis qui, moi, m'interpelle beaucoup. Avin Pond partage des informations, ou en tout cas collabore avec la FBI. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette espèce de synergie entre ces deux univers-là. Vincent? Oui, ben en fait, deux petites choses. Une au début du mois, puis une dernièrement. Le FBI s'est associé. Ben, en fait, le FBI s'associe au site et son fondateur, Avin Pond, pour justement collaborer dans un échange d'informations pour être proactif et dynamique. Je vous explique. Ultimement, le FBI a annoncé dans la plus récente nouvelle qu'il désire maintenant, dans chacune des enquêtes auxquelles le FBI va procéder, si des mots de passe sont recueillis pour différents sites et les mots de passe sont faibles, notamment, le FBI songe justement à partager cette information pour que le site Avin Pond, par exemple, puisse garnir ses coffres d'événements pour lesquels des mots de passe auraient été compromis, bon, etc., pour améliorer en fait le dynamisme de divulgation auprès des gens qui font affaire de façon personnelle auprès de ce site-là, pour voir si justement des mots de passe auraient pu fuiter, ce qui est fort intéressant. Donc, le FBI va créer des bases de données, nom d'utilisateur, mots de passe compromis selon certaines enquêtes et probablement selon certains paramètres, fournir l'information au site Avin Pond. Et puis, Avin Pond va insérer ça comme si c'était une nouvelle définition de virus. De cette façon-là, quand vous allez rentrer votre adresse courriel, si elle s'est retrouvée au sein d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête, ben vos éléments vont ressortir, pas précisément, mais vont ressortir de façon générique, comme le site le propose. Ceci étant dit... Ouais, oui, excuse-moi. Oui, ben c'est ça, c'est super intéressant parce que jusqu'à présent, Avin Pond était limité aux informations qui étaient recueillies sur les forums publics. Donc, la portée était quand même limitée de ce qu'on pouvait trouver comme compte compromis. Là, ça change la donne. Là, on va avoir une base de données qui n'est pas seulement ce qui est public, mais ce qui est rendu, ce qui est dans le cadre d'enquête où lequel j'imagine le FBI a une portée beaucoup plus grande. Et donc, on va être informé beaucoup plus vite que notre mot de passe ou notre compte utilisateur a été touché par les malveillants. Écoute, je suis pas dans le domaine juridique ni policier. De commencer à divulguer de l'information recueillie dans le cadre d'enquête, est-ce qu'on va être averti plus vite? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Toutefois... plus vite dans le sens où si on devait attendre que les malveillants le mettent sur des forums publics versus qu'elle est divulguée là, puis là, je sens que tu veux contester la vitesse judiciaire, mais en dehors de tout cet élément-là qui fait qu'effectivement, c'est pas nécessairement les approches
sont toujours les plus rapides. Mais il demeure qu'avant que le malveillant le diffuse sur forum public et le fait que la contribution du FBI, il y a quand même un gain intéressant là, qui est utile pour tout le monde, voir à ce que peut-être même les malveillants n'auraient même pas divulgué cette information-là de toute façon, ce qui fait que l'information aurait été perdue dans une sphère qu'on n'aurait jamais connue. C'est un accélérateur, tu as tout à fait raison. Puis c'est fort intéressant, ça part de où? Aucune idée, mais écoutez, c'est de bonne foi, puis je pense que ça va devenir intéressant. Puis effectivement, comme Nicolas vient de le dire, je veux pas contester ou challenger les efforts judiciaires ou la rapidité de divulgation, mais peu importe. Soyez alerte parce que peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, si vous allez consulter ce site-là avec vos adresses courriels, il y a une explosion justement de cas où votre adresse et mot de passe auraient été compromis dans des sites. Alors, je viens de vous le dire, le FBI s'associe. Est-ce qu'ils le font de façon rétro avec des anciennes enquêtes ou il y a un démarrage à partir de maintenant? Fait que, si jamais il y a explosion, soyez pas surpris, là. C'est pas tout d'un coup, ça s'est passé 3 juin 2021. Non. Ça se peut qu'il y ait un paquet d'éléments qui proviennent d'enquêtes précédentes datant de, je ne parlerai pas de Nabucodonosor, roi de Babylone, mais peut-être 2017, 2018, 2019, s'ils vont de façon rétro, ou peut-être qu'ils vont de façon dynamique en faisant un démarrage maintenant vers l'avenir. Mais c'est ça, soyez pas surpris. L'autre élément intéressant où le FBI s'est également associé au site Have I Been Pwned, c'est pour alerter notamment les victimes d'Emotet. Emotet, de ce que je comprends, c'est un trio, Nicolas, si tu me corrigeras, qui vient... Pas Emotet lui-même. Emotet, ça en est un, mais c'est parce qu'on l'a vu dans les derniers temps dans le trio infernal, c'est-à-dire Emotet, Trickbot et Ryuk, qui sont 3 types différents. Mais Motet, c'était le loader, le dropper, c'est-à-dire c'est celui qui rentrait, qui venait s'installer dans l'entreprise et il amenait ses amis après. Fait que c'est un peu l'essentiel de ce que c'est, mais c'est le point de départ du problème qui s'ensuit dans les dernières instances, mais ça a dû évoluer depuis. C'est ça. Un petit article intéressant, pas du tout dynamique comme article, by the way, mais article intéressant où le FBI s'est associé au site Have I Been Pwned, mais pour commencer à alerter les fameuses victimes d'Emotet qui auraient pu peut-être être vecteurs de propagation supplémentaire au niveau d'entreprises qui auraient été infectées. Sachez, quand une entreprise est infectée, c'est pas contenu dans l'entreprise. C'est pas vrai. Je reprends. Sachez que quand une entreprise est infectée, c'est contenu dans l'entreprise. Cependant, il est possible que, par toutes sortes de manœuvres, Emotet et ses sbires puissent s'infiltrer dans un appareil mobile, un ordinateur personnel qui est sur les lieux parce qu'il y a des permission d'apporter ce type d'appareil et que ces gens-là commencent à transporter le virus. Autrement dit, les ordinateurs n'ont pas de masque. Hein? Vous voyez la nuance? Donc, on fait de la propagation communautaire à ce moment-là, puis on se déplace dans nos différentes communautés et on propage. Et de ce que je comprends de cet article-là, c'est qu'Emotet et ses sbires ont probablement causé plus de dommages que ceux qui ont été divulgués et probablement que l'hémorragie n'est pas éteinte à certains égards là-dedans, mais d'un point de vue compagnie privée publique, ça semble être relativement bien, mais peut-être d'un point de vue personnel, puis peut-être même des fournisseurs Internet, aux États-Unis notamment, sont pognés avec ça, puis ils ont beaucoup de difficultés, mais bon. Fait que vous voyez un petit peu le sens intéressant là-dedans, où le FBI s'est associé justement pour alerter les victimes. Pourquoi les alerter? Créer un registre, remonter à la source, retracer les destinations, puis essayer de trouver des vecteurs justement d'infection pour contrer, puis réduire, puis éliminer l'hémorragie. C'est très dans l'air du temps de parler d'infection de virus. On est comme pris dans une situation depuis plus qu'1 an avec ça. Oui, puis ça correspond pas mal à ce que je mentionne depuis des années.
C'est-à-dire de faire un effort d'un peu plus de santé publique au niveau de l'informatique puis des codes comme ça, où ça devient effectivement, comme tu dis, communautaire, ça devient, on vient limiter les problèmes, un peu comme là, on peut pas mettre des masques, mais tu sais, mettre des masques virtuels ou faire de l'isolement virtuel, distanciation virtuelle à ce moment-là, des mesures qui sont efficaces avec des registres et des éléments qui nous permettent de contenir. Et Emotet, là, c'est assez un enfer là, pour l'avoir combattu en entreprise pendant les 3 dernières années et d'avoir connu les différentes variantes qui sont arrivées, dont celle, comme je pensais tantôt, le trio infernal. Puis c'est la première instance que j'ai eu à me battre, c'était pas si pire, c'était juste un trick bot, tu sais, un peu, puis dans certains égards un peu Emotet, là, mais les derniers étaient vraiment dol parce que Emotet rentrait, à net trickbot, il va les donner, Ryuk rentrait, puis il effaçait tout. Fait que là, tu sais, c'est comme vraiment où je ferais, puis où effacer backup, puis c'était ça la stratégie. Fait que là, si on est capable d'avoir un effort organisé, enfin, ça ne peut juste qu'apporter du bon pour tout le monde, enfin, que les personnes à la maison qui n'ont aucune connaissance en informatique et qui, malgré eux, diffusent le virus, vont enfin être informés et aidés à ne plus infecté. C'est juste du bon là, qui peut sortir de ce genre de choses-là. Écoute, j'aime prêcher par l'exemple. Moi, j'imagine le mari d'une femme. Ce mari, sa compagnie a été infectée. Le Bring Your Own Device est permis. Il ramène les 3 sbires sur son appareil. Sa femme est juge de la Cour suprême. Il ramène ça à la maison. Partage le réseau Wi-Fi. La femme devient infectée, ramène ça à la Cour suprême de son État. Je ne sais pas, mais je voudrais pas être la compagnie pour laquelle la Cour suprême remonte jusqu'à moi, où j'ai été le vecteur d'infection. Je sais que c'est peut-être une caricature, puis tout le monde a le droit à une chance égale de défense dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Mais me faire accuser par un ensemble de juges, je pars perdant en partant, là. Vous savez, puis les répercussions que ça peut avoir. C'est peut-être caricaturé ce que je vous dis là, mais voyez-vous, on parlait de contamination communautaire. Voyez-vous les répercussions? Le fameux Emotet et je vais appeler ça Tom et ses chums. Nicolas, peut-être, sait de quoi je parle avec les bots elfiques. Vous irez voir, il y a un long métrage qui va sortir, by the way, et j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu ça. Mais bon, ça c'est une petite anecdote, une parenthèse. Mais bon, jusqu'où vont pouvoir justement aller différentes poursuites? Parce qu'à un moment donné, quand le calme va être rétabli, il y a des gens qui vont avoir perdu de l'argent et de la réputation là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi la prochaine étape? Je ne voudrais pas me retrouver justement dans une situation où j'ai été un vecteur d'exfiltration de cette ordure-là pour ramener ça dans un autre entité. Oui, tout à fait. Puis tu amènes des points excessivement intéressants, puisque là, dans un contexte, on était avant, pré-pandémie, pré-confinement, où le fait qu'on amenait nos ordinateurs à la maison de façon plus rare ou plus au hasard des situations, sauf les gens qui sont plus en consultation, aux autres c'était plus régulier, mais en général c'était assez au hasard, ou même si on le ramenait à la maison, on ne travaillait pas nécessairement avec autant d'intensité. Là, on est souvent 2 personnes, là tu parlais du mari et sa femme, mais souvent dans un couple, quand on a des emplois qui sont favorables au télétravail, on est les 2 à la maison en même temps, déjà partager le même espace physique à longueur de journée. Pour les gens qui sont pas capables d'avoir 2 pièces séparées, je dis chapeau. Moi, j'ai le bonheur d'avoir mon bureau séparé de celui de ma conjointe. Ça fait qu'on est dans 2 environnements séparés où on s'entend pas parler à longueur de journée puis on partage rien. Là. Fait que la confidentialité est protégée, nos affaires sont protégées. Mais encore maintenant, nos ordinateurs vivent sur le même réseau. Chose qui va se régler à l'avenir. Par contre, ça, je fais des petits investissements pour tirer un fil juste pour ma blonde, pas parce que j'y fais pas confiance, mais parce que sur la nature de son travail, comme le mien, nécessite le fait que nos équipements informatiques
doivent se retrouver sur deux segments séparés. Parce que si j'ai un virus par malheur dans mes choses ou ça en a un, le fait que l'effet de ce virus-là sur l'autre pourrait être excessivement dommageable parce qu'il va probablement hijacker son poste et rentrer dans son organisation. Comme moi, c'est la même chose que si j'en ai un, va rentrer dans les organisations dans lesquelles je travaille. Moi, en plus, moi, c'est pire parce que j'ai plus qu'un client. Donc là, je vais me retrouver à multiplier le bonheur chez plusieurs clients, chose que je ne veux pas, absolument pas. Donc, c'est ce qui est non souhaitable, hein, qu'on se comprend. Donc, oui, cette situation-là est problématique, est encore plus problématique parce qu'on travaille tous à la maison, est encore plus problématique parce qu'on est probablement plus, disons, le thème est un peu fort, j'aurais dit négligent, mais un peu plus easy going à la maison sur nos pratiques de sécurité, qui verrouille son poste à la maison, qui prend le temps de prendre les mêmes mesures qu'on prend au bureau, qu'on prend à la maison. Probablement pas tout le monde fait ce genre de choses. Là, je vois Vincent lever la main et dire oui, moi, effectivement, mon poste est verrouillé. Je fais exactement j'ai les mêmes pratiques. Je lève de mon poste est verrouillé. Tu sais, la commande Windows L, je la connais bien, là, elle est bien maîtrisée, là. Mais c'est parce que j'ai des habitudes et je suis probablement plus sensibilisé que la majorité, mais je suis loin d'être convaincu que la plupart des gens font ce genre de choses-là et prennent le temps de. C'est juste des choses comme, puis ça fait partie, puis tant qu'à parler des choses à la maison, au-delà du fait des virus qui se propagent, puis on a des problèmes, puis on va causer des dommages, juste la confidentialité à la maison, le fait que, moi, mon exemple, c'est que mon ordinateur et mes écrans sont face au mur. Ma blonde a fait le même genre de setup, justement pour que quand un des enfants rentre dans nos bureaux respectifs, il ne voit pas le contenu des écrans. Jamais. Fait que même au-delà de ça, notre confidentialité de l'information qu'on dispose et qu'on manipule est protégée à la maison. Donc, même si on est à la maison, on est au bureau. Fait que faut pas oublier. Je fais la même chose que toi, mais moi, ma priorité, c'est la confidentialité de l'information. C'est pas l'information qui est à l'écran, c'est mes enfants. Tu sais, mes enfants n'ont pas d'affaires à l'écran. Moi, c'est un peu plus ça, là où je veux en venir. Mais écoute, je fais une petite blague. T'as tout à fait raison. Nicolas voit mon mur ici. Il voit la belle rallonge électrique. Puis là, il doit se dire, il part de où le fil? Ben, écoute, il y a une plug au plafond, Nicolas. Puis c'est une vraie plug. Puis avant de m'installer ici, je l'avais jamais vue. Mais il y a une plug. Puis j'en ai trouvé un autre dans un autre. En passant, c'est la maison de ma blonde que j'ai acheté, où j'ai acheté la moitié il y a plusieurs années, mais j'avais jamais vu ce plug-là. Puis dans la salle de bain, au fond, il y en a une autre plug au plafond. Mais en passant, sont très utiles, ces plugs-là. Mais bon. Mais effectivement, comme Nicolas, pour venir derrière mon écran, faut faire un effort. Il n'y a pas beaucoup de place. Je me suis fait un setup, puis j'ai créé une danse pour pouvoir venir m'installer sur ma chaise, là, façon de parler. Mais j'ai pas de logo, je me mets un arrière-plan qui a rien à voir avec aucune marque de compagnie, c'est blanc. Nicolas a parlé de son Windows L. Moi, écoutez, je suis un vieux de la vieille, je suis plus vieux que Nicolas. Moi, c'est Ctrl Alt Delete, barre d'espace, c'est instantané. Il est sur le lock screen, tout simplement. Clac, clac, ça se fait ultra rapidement. C'est juste des bonnes petites habitudes. Puis, pas de discussion à avoir, là. Qu'est-ce que t'as à cacher? Qu'est-ce que t'as à cacher? L'information de mon client, point. Ben, c'est ça, la confidentialité. Toi, tu as un employeur, moi, j'ai plusieurs clients. C'est sûr qu'il est présumé que l'information que je manipule de mes clients, elle est hyper confidentielle. Fait qu'il n'y a aucune raison que ni ma blonde, ni mes enfants puissent voir celle-là. Puis là, on dit les enfants, ils répètent des choses que des fois, on ne comprend pas. Donc, ils peuvent dire des affaires à l'école, de choses qu'ils ont vues sur l'écran ou ils ont entendu les parents dire à la maison. Donc, ça fait partie, il faut faire très attention à ce genre de choses-là, parce que il peut y avoir des fuites comme ça. Et tu disais, non, pas avoir des mondes à l'écran. Effectivement, la même chose. Je suis, moi, dos au mur, donc mon ordinateur est face au mur, justement parce qu'il y a personne qui peut venir de se promener tu sais, on va prendre les blagues.
tout nu en arrière de moi. Donc, je peux pas avoir de surprise de cette nature-là et de avoir, dans un contexte de bureau, avoir une situation malaisante ou avoir, comme on voit régulièrement, des vidéos de visioconférences où on voit le conjoint se promener tout nu, un homme ou une femme, là, ça, c'est le bonheur est partagé à l'arrière de la personne. Fait que ça non plus, ça peut pas m'arriver, je peux pas avoir de surprise. C'est mon mur en arrière de moi. J'ai un tableau blanc, je peux écrire des conneries si je veux pour faire des blagues à mes collègues, mais j'aurais pas de mauvaise surprise parce que c'est moi qui les ai écrit les choses sur le mur. Fait que ça arrête, là. Mais c'est les deux, c'est des aspects très importants. Puis je pense qu'à la limite, on devrait même quasiment faire un épisode spécifiquement pour parler du télétravail puis des bonnes pratiques à adopter pour justement protéger nos informations. Faire attention parce qu'on a tous, j'ose espérer, la majorité des gens ont des informations sensibles dans lesquelles ils manipulent en télétravail, peu importe le travail qu'on fait. Puis faire attention. Avant, la plupart des gens ne travaillaient pas à la maison, il y en a pas beaucoup. Ben, tu sais, je trouve ça intéressant. C'est l'hygiène de son lieu de travail. Mais on peut pas faire ça en podcast. En podcast verbal. Faut faire des sketchs. Faut faire des sketchs parce que il pourrait y avoir toutes sortes d'interprétations. Mais écoute, ça pourrait être intéressant. Je te laisse mijoter l'idée. Je peux arriver avec quelques petites idées de sketch. Mais tu sais, des fois, une image vaut 1000 mots. Tu sais, tu parles de gars tout nu. Ça, on n'en parlera plus, là. Ça y est arrivé 2 fois. Le clown, franchement, hein? 2 fois, passe. Non, mais sérieux, mais c'est parce que, tu sais, le temps qu'elle parle de ça, là, en plus, la deuxième fois, il est allé aux toilettes et là, il va consulter parce qu'il y a des problèmes. Là, d'autres, je sais pas ce qu'est ton problème, mais c'est louche. Tu sais, sérieusement, là, tu appuies sur mute ou fermer la caméra, c'est pas compliqué, là. Là, on commence à quasiment à passer du geste délibéré de laisser ça parce qu'il voulait whatever, je sais pas quoi. Ah ouais, non, regarde, c'était éloquent, effectivement. C'était éloquent. Hein, 2 fois dans l'intervalle de 4 semaines, pow. Tu sais, c'était... Mais bon. Mais oui, ça pourrait être un épisode intéressant justement sur l'hygiène de notre lieu de travail. C'est toi en arrière, on voit pas de marque. Par contre, ton tableau en arrière, ta belle petite feuille, les veines sont identiques depuis 1 mois. Ça fait longtemps que tu n'as pas écrit là-dessus, j'ai l'impression. J'ai un bon sens d'observation. J'ai pas beaucoup d'occasions de faire ce genre de choses-là. Maintenant, ça a été utile pendant un temps, probablement plus au début du confinement, puis depuis très peu, à part avoir des messages de ma blonde ou de mes enfants une fois de temps en temps, ça sert plus autant que ça devait servir au début de. Mais effectivement, ça pourrait être un épisode intéressant. Là, on pourrait trouver des petites capsules ou une petite dynamique différente, et puis faire des petites présentations, des petites capsules vidéo. Mais bon, on verra rendu là. Nicolas, c'est le chef. Moi, je suis le chef. Mais j'ai le droit de faire des propositions. On est libéral de penser. Pas politique, de penser. Il y a plein de chefs. Voilà. De plein de chefs. On va passer à la nouvelle suivante, qui est la mienne. Puis probablement que c'est sûr que tu vas énormément intervenir parce que tu as une bonne expérience là-dedans, toi aussi. 4 étapes pour la gouvernance en GIA. La GIA ou la gestion des identités ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Comme je disais ça, Vincent avait un terme très charmant en pré-show pour qualifier ça. Qui est très amusant. Et essentiellement, l'article en question, puis c'est un saint rappel parce que j'ai l'impression que les gens l'oublient rapidement. Au niveau de la GIA, un des éléments cruciaux pour la gouvernance, mais la gestion générale, automatiser les processus au maximum parce que c'est des processus qui sont excessivement cléricaux, qui sont excessivement prévisibles aussi. Donc, facile à faire, les séquences d'approbation, la séquence de choses, les séquences de révision des accès doivent être automatisées autant que possible, puis ça évite et ça règle bien les problèmes d'aller dans un contexte comme ça. Puis justement, ce qui va avec cet élément-là, le provisioning, le déprovisioning en anglais, donc
J'ai pas les termes français, c'est vraiment dingue. Je vis dans un monde anglophone, non, ce genre de choses-là. C'est super simple. Provisioning, c'est la chaîne d'approvisionnement. Puis deprovisioning, là, c'est quand même la chaîne d'approvisionnement, mais c'est la fin de la chaîne. Voyez ça, ce que Nicolas veut dire, là, le provisioning, là, c'est... Anciennement, c'était très manuel. Quand on parle de provisioning, de nos jours, on parle beaucoup d'éléments très automatisés. Autrement dit, très peu d'interactions humaines. Puis là, il y a une mécanique. Il y a des systèmes qui sont invoqués, des comptes de services qui démarrent, des systèmes qui démarrent des routines, etc., des systèmes qui se parlent entre eux. Il y a un provisioning qui se fait. C'est le même scénario. Quand on veut parler de deprovisioning, voyez ça aussi comme du provisioning, où on embauche un nouvel employé, un employé change de secteur, un octroi ponctuel d'accès ou un retrait ponctuel jusqu'à un départ définitif, une retraite, un congédiement, il appelle ça un départ régressif, ou un départ volontaire. C'est quand même du provisioning. Autrement dit, il y a un démarrage au début d'une chaîne dont l'objectif est soit d'approvisionner des accès ou soit de retirer des accès. Nicolas, ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement important. Les systèmes actuels, il y a beaucoup d'intégration entre les différents logiciels. Là, si vous êtes encore avec du NT 3.1, du NT 4.0, du début de l'AD, écoutez, c'est peut-être... Si vous n'avez pas été pigné par le FBI avec des mises à jour automatisées, chronique de là à peu près un mois, by the way, vous êtes chanceux, mais s'il vous plaît, on parle de l'âge d'or, là. Hein? Avant les années 2000, c'est l'âge d'or de l'informatique. Là, on est au Moyen Âge de l'informatique. L'info nuagique, les tenants, les services, c'est en train de se raffiner. Pourquoi je dis qu'on est au Moyen Âge? Hey, ça se raffine. Les compagnies nous offrent des beaux services. La pandémie devient un vecteur d'accélération pour ces compagnies-là. Là, on leur donne beaucoup d'argent. Là, étrangement, il y a des chargés de projet qui sont en train de se dire « OK, je t'ai pas livré mon CAPEX l'année dernière, mais écoute, en 2 jours, je vais te faire mon CAPEX, mon projet peut aller de l'avant, j'ai les pièces disponibles. » T'sais, on en rit, là. Gestion des accès, Nicolas l'a dit, provisioning, deprovisioning, pour moi, c'est la même chose en français, là. C'est une chaîne successive d'activités. Nicolas l'a dit. Le plus, c'est démarré par un humain, oui, mais la succession de tout ça doit être extrêmement automatisée, extrêmement intégrée. Les systèmes, beaucoup de systèmes à jour le permettent présentement jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, octroyer un accès, retirer des accès, supprimer des accès, voyez-le comme vous voulez. L'autre élément, au niveau des accès, je suis sur ma lancée, Nick, là, je suis sur ma lancée. Hey, complètement, là, t'es parti, là, tu vas voler le flambeau, puis t'as adressé le point 2, puis t'as parlé du point 3 avant même que je puisse en parler, sans même que t'aies lu l'article toi-même. C'est quand même excellent. Là, je veux vous rappeler quelque chose. Vous avez écouté Wayne's World, il y a à peu près 30 ans. Vous savez, quand le copain de Wayne, c'est Garth, si je me trompe pas, quand Garth se lève le matin, puis il voit... Non, c'est pas vrai. Quand il est chez Rob Lowe, puis la Bible d'Unix, la version française, la Bible de Unix, la Bible Unix Bible, Unix Operating System. Hey, je l'ai lu. Je l'ai lu parce que je l'ai eu. Pourquoi? Parce que j'avais l'âge au cégep à ce moment-là d'avoir le même hostie de livre qu'il y avait dans sa bibliothèque, le gars. J'avais pas la même édition, mais j'avais le même livre. Savez-vous quoi? Je l'ai lu le livre. Je l'ai opéré, le livre. Je l'ai étudié, etc. Pour pouvoir utiliser une bebelle technologique, ça prend un code d'utilisateur, puis ça prend un mot de passe. Ça fait des années de ça. Fait que la GIA, là,
peu importe ce que vous en direz, là, c'est pas un nouveau concept. C'est tout simplement un nouvel acronyme pour un concept qui est existant depuis au moins 70 ans. Pour pouvoir utiliser une machine électronique, ça prend un code d'utilisateur. Puis, un code d'utilisateur, ça appartient à un humain. Donc, ça fait partie d'une expérience RH d'un utilisateur. Et voilà. Tu peux poursuivre. Ouais, entre autres, le volet RH, oui, c'est effectivement, là, tu sais, dans le fond, le point 3, c'est éliminer les silos. Tu l'as complètement abordé sans même le savoir. Le 4e point, c'est créer une culture de conformité, qui est justement révision des accès régulière et permanente, cette révision-là. Donc, ça fait partie des éléments de base qui sont discutés, puis Vincent a abondamment, parce que c'est quand même son domaine d'intervention dans lequel il maîtrise très bien, du moins au point de vue vérification de ce que c'est. L'élément que l'article n'aborde pas, puis tu n'as pas abordé non plus, puis ce qui a changé autant où la prévisibilité de ce qu'était il y a 40, 50 ans quand l'informatique est née à ce qu'on a maintenant. On a toutes les approches zéro trust, c'est la complexité, la diversité, ce qui fait que l'identité est d'autant plus importante maintenant et la saine gestion de celle-ci est encore d'autant plus importante, dont la chaîne de provisionnement, comme Vincent expliquait, parce que la quantité de systèmes qui relaient la même identité, la quantité d'informations qui relaient la même information, aux mêmes identités est immense. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir une saine gestion que ça l'a déjà été. Et Zero Trust là-dedans fait que l'identité est quand même un des points d'ancrage importants parce qu'au point de contrôle, un des éléments vérifiés, c'est l'identité de la personne. Oui? Hey, Nicolas, on a un super bon point là. Il a parlé des systèmes, il a parlé des données contenues dans le système. Là, je ne veux pas parler de séparation des tâches, je ne veux pas parler de rôle et responsabilité, etc. Hey, écoutez, ce que Nicolas vient de dire en termes de principe, pour un système donné, gérer un accès avec un degré de pouvoir voir les données selon l'accès, l'identité de la personne, c'est une chose. Là, chères entités, puis même les PME, puis c'est pas de la discrimination, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez maintenant d'innombrables systèmes où vous devez mettre en adéquation l'identité de la personne et son rôle pour s'assurer que l'accès au système et l'accès aux données contenues et traitées dans ces systèmes soit granulairement ajusté et modulé pour que l'être humain, votre employé, selon rôle et responsabilité, ne puisse voir que ce qu'il est, ce qui lui est permis de voir. C'est là, il y a la complexité de la GIA vient de s'installer. Mais savez-vous quoi? Les concepts existent, les recettes existent, les spécialistes existent pour vous aider justement à partir de vos concepts, sujet, verbe, complément, à paramétrer et configurer justement vos comment je dirais ça? Pas vos risques, vos soupçons, vos préoccupations pour vous assurer justement que la personne n'ait accès qu'au système et à l'information contenue dans ces systèmes auxquels elle a besoin pour atteindre les objectifs reliés à ses rôles et responsabilités. Ah, wow! Est-ce que ça fait beaucoup de mots? Mais bon. T'es en feu. Mais cela étant dit, absolument. Maîtrise des concepts. Il y a d'excellents logiciels maintenant. Il y a des gens très, très excellents qui ont réfléchi dans le monde des cadres normatifs. Dans le NIST, il y a des gens très brillants qui sont assis, qui ont réfléchi très, très, très longuement à ces principes-là. Ils ont mis des choses. Allez consulter ces informations-là, ça va vous guider. Il existe des spécialistes, des méchants consultants qui ont cette compétence-là. Au Québec, je sais qu'il y en a à Montréal, il y en a à Québec, d'excellentes personnes qui ont des expériences solides en GIA qui vont vous aider à cheminer, mais de la bonne façon. Et on revient, puis j'adore ça, le besoin d'affaires. C'est toujours drivé par le besoin d'affaires.
Donc, on ne fait pas de la GA pour la GA, on le fait pour justement protéger l'information pour répondre à un besoin d'affaires. Ne jamais oublier. Jamais, jamais, jamais. Passons. Ah, tu veux compléter? Ah non, écoute. Non, j'étais sur une lancée, mais non. T'as terminé. Non, mais vas-y, t'as lancé. Écoute, non, t'as raison. Je voulais revenir à la base. Un être humain, c'est pas de la technologie. Un être humain, c'est un besoin d'affaires. Fait que c'est en plein avec la conclusion que tu viens de faire. Donc, le besoin d'affaires va déterminer justement quelle clé de quelle porte, de quel entrepôt et de quel classeur dans l'entrepôt on va octroyer aux employés. Vous l'employez pour un objectif très précis. Vos RH sont rendus bons, là. Écoutez, on n'est pas sur la planète RH, là, parce que je considère que c'est une planète complètement différente. En fait, c'est un multivers, les RH. C'est un multivers dans un multivers. Mais écoutez, ils sont rendus bons, là. Vous avez des objectifs, faites-leur confiance. Ils vont être capables de définir avec vous autres rôle, responsabilité sur le profil que vous voulez rechercher parce qu'ils vont vous demander ça. La première affaire qu'ils vont vous demander, c'est qu'est-ce que tu as besoin comme employé? J'ai besoin d'un employé qui a les compétences X. Les objectifs, c'est quoi? Pow! Ils vont décliner ça, justement. Les RH vont vous aider. Ils sont bons là-dedans. Ils vont vous décliner. OK, ton objectif est là, les activités sont là, ben, l'employé avec telle compétence va répondre à un A, un B, un C, pas un D, mais 2A, 2D, pas 2B, 2C, etc. Et puis, à partir de là, va se décliner les types de données qui sont intrants pour que l'employé arrive à faire ses livrables, donc définir les différents systèmes, les accès, etc., etc. Fait que Nicolas a très bien terminé ça. C'est un objectif d'affaires. Octroyer des accès, c'est un objectif d'affaires. Gérer des accès, c'est un objectif d'affaires. Ça l'a toujours été. Ça a démarré comme ça. Et ça sera toujours. Et de toute façon, puis ça, j'aime bien ça, le ressortir régulièrement là, quand on commence à me parler de sécurité. La sécurité sert à répondre à un besoin d'affaires. On fait jamais de la sécurité pour faire de la sécurité. Ça n'existe pas de la sécurité pour de la sécurité. Tout ça est une lubie. Passons à la nouvelle suivante. On va passer quand même assez rapidement, mais c'est un peu triste ce qui se passe parce que c'est encore un autre cas. On a eu Colonial Pipeline il n'y a pas longtemps. Là, on a JBS, un grand producteur de viande nord-américain, du moins, ou je pense même des Amériques au complet, qui est quand même assez... Un Amérique au complet, je pense qu'il va jusqu'au Brésil, a été touché par un rançongiciel, semblerait. L'information est pas plus ou moins claire, mais minimalement, ça a arrêté les chaînes de production. Puis l'important là-dedans, c'est pas autant parler du rançongiciel, puis on en a parlé un peu tantôt avec Emotep, des choses comme ça. C'est pas l'effet de ça, mais c'est l'effet que le mood des cybercriminels semble avoir changé. Quand on parlait du trio infernal de Emotep, Trigba, Triuc, qui était dans un concept, ils rentrent, ils volent, ils chiffrent, puis ils rançonnent. Qui était dans le fond, on prend de l'information pour la vendre sur le marché noir, puis on rançonne en plus pour ramasser de l'argent 2 fois. T'sais, tant qu'avoir des choses, on va faire 2 fois de l'argent dessus. C'était le modèle d'opération qui était généralement utilisé. Dans ce cas-ci, dans JBS puis Colonial Pipeline, ce qu'on voit un changement important, ils ne semblent plus voler. C'est toute chose étant, faut quand même inspecter plus loin que qu'est-ce qu'on a vu, puis c'est pas en quelques semaines qu'on va être capable de savoir vraiment. Mais l'important de ce que l'action qu'ils font, c'est qu'ils font un arrêt de production. Et c'est un changement très important parce qu'avant, ils faisaient peu ou pas d'arrêt de production. Mais là, on est vraiment dans un univers d'arrêt de production de compagnies majeures qui ont beaucoup d'argent et donc un potentiel d'extraction d'argent qui est quand même substantiel. Ce qu'on peut en déduire, c'est que probablement que le marché de revente doit être moins lucratif ou moins dynamique que juste de pouvoir frapper un Colonial Pipeline puis d'extraire plusieurs millions d'un coup. Dans le cas de JBS, c'est probablement le même genre de choses. Tu frappes, tu as plusieurs millions d'un coup. Là, à savoir l'intensité, comment ils ont utilisé pour rentrer tout ça, le modèle opératoire n'est pas connu, mais c'est encore une nouvelle un peu triste de savoir que des grands opérateurs
mondiaux de cette nature-là ne soient pas mieux préparés, ou mieux cloisonnés, ou mieux protégés contre ce genre de choses-là. Puis ça soulève des questions très importantes au niveau de la sociétale, c'est-à-dire comment on va se faire pour se défendre contre ce genre de choses-là. S'il commence à s'en prendre, le pétrole est quand même une production d'énergie. Ça déplace des autos, c'est moins pire. Si on compare à l'électricité, par exemple, s'il commence à s'en prendre au réseau électrique, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est dans un univers un peu plus triste, disons, en termes de ce qui s'en vient. Là. Non. Si tu t'attaques à l'énergie, le pétrole, c'est une méthode, mais c'est de l'énergie plus mobile. C'est à majorité mobile. Si tu t'attaques à l'électricité, qui est plus statique, non. Tu vas t'attaquer à des êtres, à de l'intégrité humaine. Là, ça devient un petit peu plus tough. Le pétrole, l'intégrité mobile, le déplacement des marchandises, l'acheminement, en fait, des marchandises, ça, c'est un élément. Si tu remontes plus haut, là, tu parles de JBS. Ouais, mais là, il faut faire une blague sur l'acheminement des marchandises. Canal de Suez, un clown qui n'est pas capable de conduire son bateau comme du monde qui bloque le canal pour tout le monde. Je pense que lui a créé plus de dommages qu'un rançongiciel. Ah, écoute. Faut croire que cette compagnie maritime-là, elle en est pas à ses premiers déboires, dont elle a un capitaine en prison, de ce que je comprends. Je pense que son secteur RH a pas mis la barre assez haute, justement, pour l'embauche de ses chauffeurs de bateau. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Je vais le prendre de même. Mais bon. Mais JBS, de ce que je comprends, transforme de la nourriture pour nourrir des humains. Là, écoute, transformation de nourriture, pétrole, transport de nourriture, électricité, écoute, là-dedans, je vais pas parler de réchauffer de la nourriture ou peu importe la cuire ou la traiter. Ils sont en train de remonter haut dans la chaîne, là. Écoute, je les connais pas, JBS, là. J'ai pas vu l'article. Mais on commence à s'attaquer à possiblement de l'intégrité à d'être humain. Du moment, tu sais, s'il s'attaque à un pays du G20, je suis pas très inquiet, là. C'est chiant. S'il commence à s'attaquer au tiers-monde, ça va commencer à devenir tough à un moment donné pour le tiers-monde, qui l'ont déjà tough. Mais écoute, c'est rendu là, jusqu'où ça peut aller. Effectivement, il y a comme une, je veux pas faire d'éloge justement sur les pirates, mais ils ont comme adopté une forme de ligne qui nous challenge qui challenge l'élite, qui protège justement l'information, les données. Mais là, on dirait qu'ils sont descendus d'un cran, ils sont en train de challenger les faiblesses pour scraper quelque chose où il n'y a pas de noblesse à agir de cette façon-là. Je sais pas si tu vois mon point de vue. Je ne vais pas faire le relais. Complètement. Oui, mais les éléments, puis ça, c'est ça qui est troublant, parce que là, on a parlé de deux, Colonial pour le pétrole, JBS pour la nourriture, mais c'est tous les cas qui ont attaqué des hôpitaux, des centres de santé, où ça mène à des cas où ça peut causer la mort de gens ou causer des problèmes de santé permanents à des personnes. Fait que là, c'est vraiment, on tombe, puis comme tu disais, tomber à l'attaque à l'humain, parce que c'est plus les compagnies qui sont attaquées, ça devient l'humain ultimement qui est attaqué à travers ce genre de choses-là. C'est dans le cas de Colonial Pipeline, la compagnie Darkside, la compagnie. Dans le fond, c'est rendu des compagnies. Pour moi, les cybercriminels, c'est un gros, ils parlent de gros, c'est des compagnies. Ils sont là pour faire de l'argent, comme n'importe quel autre. C'est des compagnies. Bon, cette compagnie-là a été mise à terre par le gouvernement américain et ses différents éléments. Est-ce qu'ils l'ont vraiment été fermés? C'est très difficile à savoir, parce que on a le nombre d'interventions qui ont été faites, disons, sur Emotet, ils l'ont fermé. Puis il est réapparu ailleurs. Ces groupes-là sont beaucoup plus dynamiques et vivent dans un univers où la législation leur permet d'exister en dehors du système, un peu comme les pirates le faisaient sur les eaux à une certaine époque. Ils ont comme une espèce de légitimité internationale malgré tout.
ce qui leur permet de survivre et de continuer à être. Mais là, ça devient dommageable parce qu'on s'attaque à des humains. On s'attaque à la sécurité matérielle et physique d'humains et à la santé. Ça devient terrible. So far, je suis chanceux, j'ai pas été affecté. Je pense que toi non plus, Vincent, t'as pas été affecté par cette chose-là. Mais les gens sur la côte est américaine qui ont manqué de gaz, c'est pas un moment très rassurant dans la vie. C'est pas. Il y a des images un peu dramatiques de fin du monde puis d'attaque de zombies aux États-Unis. Pour ça, les Américains sont un peu dramatiques. Là. Ça fait plus grandiose que qu'est-ce que c'est vraiment. Parce que le fait de se garrocher comme ils ont fait, on crée, c'est un peu comme le papier de toilette. On en a manqué, pas parce qu'on n'en produit pas assez, c'est parce que les gens ont paniqué puis en ont trop acheté. Fait que là, les gens vont vivre avec des réserves, probablement jusqu'à dans les 50 prochaines années, de papier de toilette, parce que puis ils vont probablement léguer ça à leurs petits-enfants parce qu'ils en ont trop acheté. Mais cela étant dit, c'est ça, c'est un mauvais réflexe de hoarding. Mais si on exclut tout l'effet dramatique puis les médias qui ont amplifié tout ça, l'effet est pas trop dommageable pour le pétrole parce que c'est pas si pire que ça. Parce que c'est pas un seul producteur, c'est pas un élément comme ça. JBS, c'est la même chose, c'est pas le seul producteur de nourriture. On arrive dans un contexte québécois, par exemple, qui est là où ça pourrait devenir plus dramatique. Au contexte du Texas aussi, parce qu'ils l'ont vécu dur ce printemps là, avec les pannes majeures. Puis au Québec, on l'a vécu dur des années 90 avec la crise du verglas. On a l'équivalent, pas une crise du verglas, mais une crise informatique qui fait l'effet de la crise du verglas. Ça a été dramatique, la crise du verglas, pour ceux qui l'ont vécu dans le triangle des Bermudes. C'est-à-dire, moi, je pense que c'était Montréal, Saint-Hyacinthe, puis je ne me rappelle pas la troisième ville qui faisait le triangle, mais qui faisait ce triangle-là, dans lequel ils ont eu soit des pannes permanentes pendant plusieurs semaines en hiver, et ont eu à vivre avec ces genres de choses-là, où certaines autres, moi, je vivais en périphérie, fait que j'avais du blackout de temps en temps, du délestage pour laisser la capacité au réseau de reprendre son souffle. Fait, dans des contextes comme celui-là, c'est beaucoup moins drôle, puis tu sais, je le dis, je crois fermement qu'Hydro-Québec est très bien positionné, mais s'il s'agirait qu'il y ait une brèche que ne soit pas capable d'avoir vu arriver pour de multiples raisons, notre société serait franchement très perturbée pendant un temps. Puis là, on parle dans un espace québécois, mais l'espace canadien est la même chose, l'espace américain est la même chose. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment, vraiment à considérer. Là. C'est moche. Bref, c'est moche. On va passer en mode complotiste. Tu sais ce que tu viens d'énumérer, hein? Bon, puis là, début de la pandémie, papier de toilette, pétrole, gaz, toutes des espèces de petits événements, ponctuels, mais étrangement, avec un haut degré de panique. Je trouve ça le fun comme observateur de voir comment la rapidité de la panique s'installe avec des petits événements. Il s'agirait que plusieurs petits événements comme ça, décentralisés, là, pas à tous les 15 jours, mais à tous les 1, après ça 8, puis après ça 3, puis après ça 13, commencent à s'installer à gauche et à droite pour créer un build-up de panique. Je sais pas si tu me suis dans le scénario, là. T'sais, complètement, puis c'est le genre de choses un peu dramatiques, un peu cinématographique, mais qui n'est dans l'état des choses, on ne peut plus exclure de facto que ça n'arrivera pas. Parce que, souviens-toi, hein, il y a 2 ans et demi, là, faut m'excuser, là. Je me souviens pas si c'est Palestine ou Israël, mais il y a eu une attaque, je pense que c'est Palestine contre Israël, une cyberattaque,
Puis Israël s'est même pas posé de questions. On a eu ça live à la TV. Israël, puis on en a parlé dans une chronique de la French Connection, là, Nico. Israël a été le premier pays à faire une réplique armée. En tirant un missile dirigé vers l'adresse IP d'une résidence. Je sais pas si Israël, Palestine ou vice-versa, mais écoutez, la réplique s'est faite en moins de 24 heures. Autrement dit, PAO, détection de cyberattaque. OK, PAO, je te tire un missile. Pas de sommation, pas d'appel de courtoisie, rien. Ça l'a fait boum. On a eu des images à TV. Ça a été un choc. Mais ça a été la première réponse armée. Ça a donné le ton parce qu'il n'y a pas eu de réplique armée de l'autre clan, de l'autre bord par la suite. Ben, il y a eu une escalade. Là. C'est Palestine, Israël, il y a des escalades, mais bon, écoutez, ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes, puis faut qu'ils les règlent, on se mêlera pas de ça. Mais ça a été médiatisé, puis ça a été un peu fulgurant, puis c'est choquant un peu aussi comme réplique, mais c'est le premier pays qui a justement osé dire, pour moi, c'est un acte de guerre, puis faut pas oublier que les États-Unis ont préparé également leur réglementation sur ce qui était un acte de guerre. Et puis, les cyberattaques font partie, justement, d'un des critères qui devient un acte de guerre. Mais bon. Oui, mais tout à fait. Puis, oui, on en avait parlé. Et c'est un des points qu'on avait probablement abordé, c'est tout ce qu'on appelle l'attribution, la difficulté d'assurer que l'adresse IP en question est vraiment le porteur de la dite attaque. Par contre, c'est le premier effet parce que souvent dans le monde virtuel, puis c'est décuplé par les trolls, entre autres, puis tous ces gens-là. Il y a toujours une perception qu'il n'y a pas de conséquences dans le monde réel, dans le monde cinétique, du fait d'une attaque cyber. Et ce qu'Israël a fait à ce moment-là, quoi que ça l'a un peu choqué, ça préoccupe beaucoup parce à quel point ils ont attaqué la bonne cible et tout ce que ça comporte comme élément. Mais c'est quand même... Ça donne le ton sur le fait que on s'en va vers ce genre de choses-là. Que ça peut devenir un acte de guerre et mener les pays vont devenir responsables aussi des actions qui sont sur leur territoire. Puis comme aussi un aspect d'aspect de responsabilité. Parce que si l'action se passe sur ton territoire, finalement, même si tu plaides que oui, j'ai été utilisé, il y a un proxy, tout ça, l'action finale a quand même été exécutée à partir de ton territoire souverain. Donc là, c'est ces discussions-là qui vont devoir être abordées platement. C'est pas le fun, mais il va falloir qu'on ait franchement, puis ça doit faire une vingtaine d'années que tout le monde tourne autour du pot parce que personne ne veut vraiment s'y mêler. Parce que probablement tout le monde a des actions qui sont dans ces univers-là, puis qui veulent pas déclarer. Ils ont des espions, ils ont plein d'affaires, plein de petites actions qu'ils font. Puis, comment tu définis des barrières, par exemple? Qu'est-ce que tu définis? C'est toutes les tentatives de désinformation de la Russie, par exemple, sur les Américains dans les élections. Est-ce que c'est un acte de guerre? Ou comment tu qualifies ça dans l'ensemble, dans le schéma des choses? Fait que ça devient très difficile ensuite de jouer dans ce genre d'univers-là. Et puis là, j'en veux pas aux Russes, je les trouve très bons en désinformation par ailleurs. Propagande, c'est vraiment son top-notch. C'est juste nous, comme Nord-Américains, qu'on est juste médiocres. Il faut assumer le fait qu'on est juste poche pour se défendre contre ce genre de choses-là. Arrêtons. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on éduque mieux nos populations? Est-ce que là, je dirais pas qu'on irait faire des réponses armées. On fait des réponses politiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un univers, là. Il y a tellement de choses, puis il n'y a tellement pas de réponses. Ben, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines ou les babines suivent les bottines. Prenez-le comme vous voulez. Mais vous savez, si on décide de revoir nos différents paramètres pour décider ce qui est un acte de guerre, puis qu'on a justement les contingences pour répondre si jamais ce critère-là est déclenché ou atteint,
Ben, faut que les bottines suivent les babines. Vous savez, si on ce qu'Israël a fait, c'est que les bottines ont suivi, en fait, le missile a suivi les babines dans ce cas-là. Wow, OK, ça, sans nul contredit, si ça fait partie de leurs critères, on a compris. En fait, la planète a compris. Israël, plaît-il, nous avons compris, on prie à l'Est, bien entendu. Mais si on commence à s'embarquer là-dedans, ben c'est ça. Ça veut dire que si on décide qu'est-ce qui est un acte de guerre, puis c'est quoi la réponse à cet acte-là, puis là, on a une déclinaison A, une déclinaison B, C, D, E, F, G. Ah, ça suffit à un moment donné. Vous me voyez là, est-ce qu'on décide d'être passif, donc on n'emboîte pas le pas, ou on décide de prendre une ligne et de la respecter? On verra. Je sais que les États-Unis avaient commencé justement à avoir des pensées sur ça et s'enlignaient justement. Et je ne sais pas si ça a été écrit, déclaré, assermenté, peu importe, mais avait déclaré justement qu'une cyberattaque sur une infrastructure justement un des piliers justement du pays, là, que ce soit de l'énergie, de la finance, bon, etc., devenait un acte de guerre. Ben, ultimement, je suis un téléspectateur, je m'attends à quoi? Je m'attends à un missile. Ultimement, je m'attends à un missile ou une contre-attaque ciblée, mais extrêmement bien exécutée, avec objectif atteint avec succès. Mais vous savez, dans les circonstances, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va apprendre que la menace a eu du succès, mais que la contre-attaque, si c'est pas un missile, on ne le saura pas. C'est ça qui va arriver, là. La contre-attaque va justement sûrement réussir, mais va passer en sous-marin, on verra rien aller, etc. Mais écoutez, je suis pas dans les sphères politiques, je suis pas rendu là, mais il faut commencer à se poser des questions. Puis il faut éviter aussi d'escalader tout ça. On parlait dans les années 80 de la guerre froide, les missiles nucléaires, les ci, les ça. Les missiles nucléaires, on les a jamais utilisés. Là, les petites guerres, les toutes petites micro-guerres, il y en a plein à gauche et à droite. Je pense que c'est aussi destructeur que si on avait... Ben, écoute, on embarque dans un autre débat, puis je veux pas prendre trop de temps là-dessus. Mais l'informatique, la cyberguerre qui peut s'insurger puis s'infiltrer là-dedans peut devenir très invasif, puis prendre beaucoup d'ampleur, puis créer encore plus de dommages. Ouais, ben, lors d'un Black Hat, il y a probablement au moins une dizaine d'années dans lequel j'ai été, il y avait justement des militaires qui avaient fait un keynote, puis justement un des points, c'était la discussion sur où se retrouvait le cyber dans l'ensemble de la doctrine militaire américaine et comment ils devaient aborder ça. Clairement, en tout cas, il n'y a pas suffisamment d'informations qui est sortie dans le grand public pour que je vois ce qui a évolué depuis ce temps-là. Les questions, je pense que les questions demeurent. Tu t'en as mentionné quand même un bon nombre. Ça sera pas facile de comment on va aborder ce genre de choses. Je pense que tout est à définir. Puis on va terminer la nouvelle là.